d'être aussi nombreux pour ce premier mercredi d'énercitif. Je m'appelle Éléonore et avec Philippe, nous allons co-animer cette séance. Donc, je vais rappeler quelques petites règles à respecter pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Tout d'abord, ne prenez pas la parole à l'oral lorsque cela n'est pas demandé. Cette soirée doit être agréable et enrichissante pour tous. Vous pouvez vous exprimer oralement lorsque Jean-François Guimol vous le demandera. Et vous pouvez prendre la parole en levant la main avec l'outil Zoom dans l'onglet Réaction, c'est en bas de l'écran. Et baisser la main après, bien évidemment. Néanmoins, vous pouvez utiliser le chat écrit pendant toute la séance. Et afin d'éviter les bruits parasites, veuillez garder votre micro éteint lorsque vous ne parlez pas. Oui. Donc, je passe la parole à Philippe, qui vous parlera de l'énercitif. Oui, donc effectivement, on est donc ici réunis à l'invitation d'Enercitif. Enercitif, c'est la première coopérative solaire citoyenne de Paris. Et on est vraiment content de cette initiative. J'ai participé à sa création. Enfin, j'ai moi-même mouillé la chemise. On est maintenant plus de 300 coopérateurs. On vise 15 centrales solaires en fait, et on en est à la 7e construction. Et au-delà de la production d'énergie, en fait, on souhaite, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste où on va travailler en étroite concertation avec la mairie. Nos centrales sont sur les écoles et donc du coup, on va aussi avoir un volet très important de sobriété et d'incitation en fait à repenser ses consommations et de se poser des questions pour les comprendre. Donc on n'est pas juste sur un volet de production, il y a aussi un très fort volet de sobriété et d'implication collective des habitants la plus large possible, d'essayer de travailler avec les équipes pédagogiques, les enfants, etc. Voilà, et toutes les parties prenantes qui le souhaiteront. Et c'est un projet très enthousiasmant, pas tous les jours facile, mais en tout cas, c'est très enrichissant. Et puis, on a la chance de côtoyer plein de mondes différents. En fait, c'est super d'avoir des personnes avec des parcours très différents, des gens très techniques, des gens qui ne le sont pas du tout, des jeunes comme toi, Éléonore, des un peu moins jeunes comme moi. Et voilà, bref. Donc, c'est un projet très intéressant, très enrichissant. Je suis très heureux d'avoir ce premier temps autour des mercredis d'énercitif. Éléonore, il faut que tu mettes ton micro. Excusez-moi, je pensais que je l'avais déjà mis, mais il a dû s'éteindre. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, Jean-François Guimol. Il est directeur de recherche au CNRS, spécialisé en photovoltaïque, ainsi que professeur à l'École polytechnique. Il est également l'auteur de plus de 400 publications, ainsi que co-créateur de brevets. Il travaille actuellement sur des concepts à haut rendement pour la conversion de l'énergie solaire. Ceci étant dit, je passe la parole à Jean-François, qui va vous éclairer sur ce sujet aussi vaste qu'intéressant qu'est l'énergie solaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour, merci à Enercitif de m'avoir invité à parler de mon sujet de travail, mais qui est aussi une passion, enfin un sujet qui m'intéresse beaucoup et avec lequel je vais essayer de partager le plus possible. Donc j'essaie de partager mon écran. Je ne sais pas si j'espère que vous le voyez. C'est Je vais vous parfait. expliquer, enfin effectivement, une vision la vision que je porte et que nous portons en fait à l'Institut photovoltaïque. Donc, comme ça a été dit, donc si vous voulez en savoir plus, effectivement sur ce que j'ai fait, ça c'est pas le sujet ce soir. Peut-être ce qui peut vous intéresser, c'est qu'il existe en région parisienne un institut photovoltaïque, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui est un partenariat public-privé et qui est entre donc CNRS, École polytechnique et d'autres institutions, et puis surtout des industriels, qui visent à développer l'énergie photovoltaïque, enfin en tout cas des technologies pour l'énergie photovoltaïque, et qui le fait donc dans un bâtiment à Palaiseau, dans un institut de la transition énergétique, donc qui est financé par le pays. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est alors, d'abord, je voudrais peut-être faire une petite précision.
je ne vais pas vous demander de prendre la parole. Enfin, en fait, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Je pense que ce qui est plus pratique, c'est qu'effectivement, vous envoyez un petit message dans le chat si vous voulez parler. Peut-être mettre le sujet de la question dont vous parlez. Et puis, si ça se place bien pendant la conférence, je peux m'interrompre et répondre. Il vaut mieux que vous compreniez, ou si je passe trop vite sur des choses. Et voilà. Ou sinon, je prendrai de toute façon des questions à la fin. Mais je laisse donc à Philippe et à Éléonore le soin de gérer les questions et les débats, mais l'idée, c'est que ce soit un petit peu vivant. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est peut-être, si vous êtes là, si vous vous intéressez à l'énergie solaire, peut-être vous êtes membre, coopérateur, vous êtes intéressé par les choses, et donc on peut discuter un petit peu d'histoire et le photovoltaïque, d'où ça vient. Ce sera peut-être la première partie. La deuxième partie, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche avec aucune équation. Et donc, j'espère que, quel que soit votre fond culturel, votre culture générale, vous serez capable, vous serez à même de comprendre ce qui se passe. Et puis, dans une troisième partie, j'essaie de discuter un petit peu, de présenter les défis qui se présentent aujourd'hui. Je vais vous montrer les succès, mais je vais aussi vous montrer les difficultés et les corrections des défis, des opportunités également pour la recherche, mais aussi pour toute la filière photovoltaïque. Alors, pour commencer, je proposais un petit quiz. Je me suis dit, là, c'est un petit peu triste. Enfin, vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Peut-être tout à l'heure, au moment des questions, on pourra mettre en route brièvement les caméras pour se voir un petit peu. En attendant, voilà, c'est un petit peu difficile d'avoir l'interactivité. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à un site. Alors, je crois que le lien a été mis dans le chat, donc vous pouvez le récupérer. Sinon, vous avez un flashcode. Et donc, il y a un petit sondage que je vais lancer et je vais vous poser quelques questions. Est-ce que, sur la bonne fenêtre, je vais vous poser quelques questions sur… alors, il faut que je retrouve la bonne fenêtre là maintenant. Excusez-moi, voilà. Donc, je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre. Donc, la première question, donc si vous êtes, dites-moi quand vous êtes connecté, peut-être envoyez un petit oui là, si vous avez réussi, ou un petit non si vous avez des problèmes. Prenez votre temps. Donc, si vous avez un smartphone avec un flashcode, vous pouvez directement vous connecter. Sinon, il faut taper les quelques, enfin, ou copier-coller le code. Le lien se trouve dans le chat, en fait, il suffit juste du coup de… Alors, la première question que je vous pose, c'est de savoir, quelle est votre idée? Est-ce que vous avez une idée? On entend toutes sortes de choses et est-ce que vous pensez que l'énergie solaire, c'est efficace? Pendant très longtemps, on a dit que ça ne l'était pas. Maintenant, on installe quand même pas mal, donc c'est une question. Donc, si vous avez une idée, peut-être du chiffre, ou est-ce que c'est plus efficace que, voilà, est-ce que c'est plus efficace qu'une voiture? Est-ce que c'est moyennement efficace, mais ça pourrait être mieux, ou est-ce que c'est pas du tout efficace, mais à la limite, c'est pas grave, puisque l'énergie est gratuite, elle nous vient du soleil. Voilà, donc je vous laisse, je vois qu'il y a déjà 5 ou 6 personnes. En fait, ce que je pourrais faire, c'est pendant que je vais lancer les sondages, je vais changer le partage et je vais peut-être partager la nouvelle fenêtre, de manière à ce que, une fois que quelques personnes auront répondu, peu importe la réponse, hein, c'est anonyme, hein, donc je vous rassure, d'ailleurs je vais vous montrer ce que je vois, c'est anonyme, et donc voilà, donc je vois là, tout le monde est, vous êtes tous, en tout cas tous ceux qui ont répondu, vous êtes l'immense majorité à penser qu'effectivement c'est efficace, et donc c'est très très bien d'installer des panneaux solaires. Bah, pas de question, hein, bien sûr, c'est très très bien d'installer des panneaux solaires, mais on peut se poser la question, enfin, qu'est-ce que c'est que l'efficacité? Voilà, donc là, c'est la première question. Donc, je laisse un petit peu voir. Donc, en fait, oui, c'est la bonne réponse hein, sur les choses. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu frustrés qui n'ont pas pu répondre encore, mais il y a d'autres questions après, donc vous pouvez vous rattraper. Donc, effectivement, les panneaux commerciaux sont à plus de 20% actuellement. Hein, les records sont proches de 25%, voire même un petit peu plus, comme on le verra peut-être tout à l'heure. Alors, si on passe à la question suivante, la question c'est d'accord, bon, maintenant on sait faire des panneaux solaires à autour de 20%, mais finalement, est-ce qu'on peut espérer mieux? Alors, c'est-à-dire que maintenant, c'est quand même une technologie qui est déployée à très très grande échelle, elle est peut-être mûre, hein, le rendement des voitures n'a pas augmenté fortement, les voitures. Donc, en fait, il est possible que on ne puisse pas faire grand-chose, mais ce n'est pas grave, c'est une technologie mature et on peut continuer à l'utiliser. On peut la rendre moins chère, diversifier les usages, etc.
Donc, il est possible qu'on puisse l'améliorer pas mal, doubler, à la fois le rendement, la durée de vie. Mais peut-être qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et en fait, c'est peut-être juste le début, voilà, le début de l'aventure. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc là, je vois la plupart des gens penser qu'on pourrait améliorer, doubler le rendement et la durée de vie. Et il y a une personne qui est extrêmement optimiste et qui pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas moi, je n'ai pas voté. Et je pense que vous voyez hein, la fenêtre. Oui, oui, on voit bien la fenêtre, absolument. Si vous êtes perdu, vous avez le lien WooClap en haut de la fenêtre, RGZYMH, en fait. Et du coup, vous pouvez, si vous l'ouvrez ce lien dans votre navigateur préféré, vous pourrez répondre. Pour ma part, j'ai flashé le flashcode avec mon téléphone. Alors, on va, bon, vous êtes une douzaine à répondre, je ne sais pas, après, ce truc-là, enfin, vous voyez, c'est complètement anonyme, hein, je ne sais pas ce que vous répondez, puis à la limite, ce n'est pas très, très grave, c'est un petit peu pour savoir que vous voyez un petit peu dans où vous en êtes. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, effectivement, on pourrait un peu améliorer, enfin, un peu améliorer, significativement améliorer, doubler le rendement, et d'ailleurs, non seulement on pourrait, mais en fait, c'est déjà fait. Les cellules solaires les plus efficaces aujourd'hui, en laboratoire, elles ont des rendements qui approchent les 50%. Donc, on a déjà plus que doublé. Et en fait, la réponse que je soutiens, moi, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'effectivement, le rendement de l'énergie solaire, je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous le montrer dans le détail, mais on peut, en principe, approcher les 90%. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Et on pourrait également améliorer tout un tas d'autres caractéristiques des cellules solaires. Et donc, mon avis personnel, c'est qu'en fait, on est plutôt au début et que même si on a fait déjà beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, j'ai une autre question qui n'est pas directement en lien, mais à la limite qui est peut-être plus proche de nos préoccupations là, énergétiques. C'est en fait, il y a une question sur un panneau solaire, quand on le met au soleil, il va chauffer. Et du fait qu'il est chaud, est-ce qu'il va produire plus d'énergie ou est-ce qu'il va produire moins d'énergie? Est-ce qu'il va produire plus de puissance hein, quand il est chaud? Est-ce que l'énergie va être… Donc le rendement, c'est le rapport entre l'énergie électrique qui est fournie. Pardon, j'aurais peut-être dû le définir avant, hein, mais le rendement, c'est le rapport entre l'énergie lumineuse incidente sur le panneau et l'énergie électrique fournie. Hein, donc c'est l'énergie électrique divisée par énergie incidente. C'est le rendement. Voilà. Et donc, il produit une certaine puissance électrique, cette puissance électrique. Et donc là, vous êtes assez partagé. C'est une question qui est concrète là-dessus. Et en fait, la bonne réponse, il y a des exceptions, mais la bonne réponse en général, c'est la deuxième. Alors, ce n'est pas vraiment fatigué, c'est une image, hein, mais en fait, effectivement, il a davantage de mal à convertir l'énergie lumineuse quand il est chaud. Et en fait, également, il vieillit plus vite. Alors, ça prend quand même du temps. Hein, le panneau solaire dure, on verra, dure des années. Mais il vieillit plus vite. Et donc, c'est un problème, la chaleur, la gestion thermique. Et donc, c'est un souci pour les installateurs de centrales, effectivement, de centrales solaires sur les toits. Quand on intègre dans les toits, effectivement, de savoir comment on peut évacuer la chaleur excédentaire. Voilà. Donc ça, c'était des petites questions comme ça, vous permettre de participer. Puis là, maintenant, ce sera à vous de poser les questions. Je vous ai posé mes questions et puis ce sera à vous après. Et donc, on va revenir à la présentation. Hop. Voilà. Et je pense qu'il faut que je revienne. Voilà. OK. Donc, on va commencer par l'historique. Alors, l'historique, je vais peut-être parler de la ressource, je pense que ce n'est peut-être pas la peine de vous dire, je pense que vous savez déjà que l'énergie solaire représente une quantité d'énergie qui est immense hein, au niveau global. Ça représente à la fois une énergie, enfin annuellement, hein, on reçoit annuellement beaucoup plus que ce qu'on a en stock, en réserve de charbon, en réserve de pétrole, de gaz et tout ça additionné. En termes de flux, c'est à peu près 10 000 fois ce que l'on consomme et c'est 1000 watts par mètre carré, donc c'est quand même pas mal. Alors, 1000 watts, c'est à midi et en moyenne, jour, nuit, été, hiver, sous nos latitudes, c'est à peu près 150 watts par mètre carré, donc c'est pas mal. C'est pas mal et on pourrait fournir la consommation électrique
avec quelque chose comme 10% de la surface des routes, par exemple. Hein. Donc, c'est des puissances qui sont quand même importantes. Mais c'est une énergie qui est diffuse. Alors, et une autre manière de le représenter que j'aime bien, ça, c'est la ressource. Alors, il n'y a pas de faute d'orthographe. En fait, je suis désolé, j'ai quelques transparentes, je n'ai pas eu le temps de traduire et qui sont en anglais. Là, vous avez une image avec un code couleur. Hein. Donc, le rouge, ça vous donne la puissance moyenne, enfin, moyenne entre été, hiver, jour, nuit, en différents points du globe. Et vous voyez que ça va, donc sous nos latitudes, autour de 100, 150 watts par mètre carré, à plus de 300 watts par mètre carré en certains endroits. Et donc, cette puissance est tout à fait considérable. Et finalement, au point que, si vous voulez, si on prenait la surface des points noirs, là, ici, qui sont répartis sur le globe, et qu'on mettait des panneaux solaires avec 8% de rendement, donc on n'est pas du tout ambitieux, hein, on est très, très en dessous de ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est une carte qui a été faite il y a un moment. Vous voyez qu'on pourrait fournir toute la puissance, enfin, et l'énergie totale dont on a besoin, l'équivalent de toute l'énergie primaire qu'on utilise, mais ce serait même sous forme d'électricité, donc ce serait encore beaucoup plus favorable. Donc, on pourrait fournir tous les besoins de l'humanité avec ces quelques points. Alors, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de faire comme ça. On pourra en discuter si vous voulez, mais vous voyez que ce n'est pas du tout une question de quantité. Par contre, cette ressource, elle est diluée spatialement. Elle est aussi diluée dans le spectre des fréquences, dans les énergies. Hein. Vous avez un spectre, dans le spectre électromagnétique, vous avez une répartition de l'énergie. Vous avez de l'ultraviolet ici, là, dans cette région-là, absorbé par l'ozone. Vous avez de l'infrarouge absorbé par l'eau et par le CO2 hein, dont on parle, le réchauffement climatique, ces effets-là. Donc, vous voyez tout ça, le spectre absorbé en jaune, c'est le spectre solaire tel qu'il est au-dessus de l'atmosphère, et en rouge, c'est tel qu'on l'a au sol. Ce spectre-là, il est aussi réparti en fréquences, donc il est d'une certaine manière dilué en fréquences. Ça rend aussi un petit peu plus compliqué son utilisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on peut le concentrer, le rendre plus efficace. Et déjà dans les années, enfin au 19e siècle, fin du 19e siècle, il y a eu à l'exposition universelle une démonstration d'énergie solaire. Cette énergie solaire, c'est une énergie thermique. Donc avec des miroirs, on concentre l'énergie solaire, on fait bouillir de l'eau, on fait marcher des machines à vapeur, et avec ça, on faisait tourner un petit système d'impression, un petit moteur, etc. Enfin, déjà, c'est assez, pas si petit que ça, mais assez considérable. Et donc, ça fait longtemps qu'on sait que l'énergie solaire est très, très… enfin, voilà, on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Il y a quand même beaucoup de puissance et beaucoup d'énergie derrière. Alors, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas cette énergie thermique-là, ce n'est pas cette énergie, ce système thermodynamique qui fait bouillir de l'eau, c'est une conversion directe d'énergie solaire en énergie électrique. Alors, en fait, elle est, on peut dire, elle est plus ancienne que l'expérience que je vous ai montrée. Et il se trouve qu'on a fêté, il y a quelques mois, le 200e anniversaire de la naissance du découvreur de cette énergie photovoltaïque. Il se trouve que c'est un Français, c'est Becquerel, c'est Edmond Becquerel, et c'est en fait le père du découvreur de la radioactivité naturelle, Henri Becquerel. Il a fait une petite expérience de chimie, il s'est aperçu, c'est à l'époque on découvrait les batteries, il s'est aperçu que effectivement il y avait des systèmes électrochimiques qui produisaient de l'énergie quand ils étaient éclairés. Il a réussi à montrer que c'était une production d'énergie. On ne savait pas encore, on ne savait même pas qu'il y avait des atomes, on savait toutes choses qu'on ignorait, la mécanique quantique n'existait pas, mais il avait découvert le principe, l'activité. Et en fait, à l'occasion, et peut-être qu'un jour, je pourrais vous montrer ou vous refaire cette expérience-là sur un coin de table et vous montrer comment on peut faire. Alors, c'est très peu, les rendements sont très, très faibles. Hein, le taux de conversion est très faible. C'est une fraction de pourcent. C'est très, très faible. Mais il y a déjà, donc la naissance, il y a à peu près un peu plus de 180 ans en fait, que cette découverte a été faite. Et puis, il y a des tas de choses, je vois beaucoup de choses à vous raconter en fait sur les solaires, on pourra en reparler à l'occasion, mais déjà à la fin du 19e siècle, il y a un matériau qui s'appelle le sélénium et que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est ce que l'on mettait dans les cellules photographiques. C'est-à-dire en fait ces détecteurs qu'on utilisait dans les anciens appareils photographiques qui permettaient de savoir si il y avait beaucoup de lumière, pas beaucoup, et puis en fait de régler, ça date, hein, c'était avant qu'on ait des smartphones, là, des choses… donc, on avait des appareils photo, il fallait régler l'ouverture, le diaphragme, etc. Et donc, on avait besoin de petites cellules photoélectriques qui étaient faites à base de sélénium. Et ce sélénium, il se trouve c'est aussi un matériau photovoltaïque, c'est le premier avec lequel on a fait des cellules. Et il y a déjà, donc à la fin du 19e siècle, il y avait déjà des personnes qui s'étaient rendues compte qu'on pouvait le faire. Il y avait un Américain qui avait rêvé de couvrir des panneaux, de couvrir des systèmes avec des panneaux solaires, d'utiliser des panneaux solaires, d'en mettre sur les toits.
et de produire de l'électricité. Donc, c'est déjà des panneaux solaires sur les toits, c'est déjà la fin du 19e siècle, avec ce matériel. Alors, l'efficacité, elle était inférieure à 1%, c'était un petit peu délicat, mais peut-être je vous montrerai tout à l'heure une petite image rapidement, mais il y avait même quelqu'un qui a essayé de faire une première voiture électrique solaire avec ces panneaux-là, en 1912. Donc, vous voyez, c'est pas très, très récent. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre le silicium et la qualité du silicium comme matériau électronique. Ça, c'est dans les années 50, au XXe siècle. Et là, on a commencé à faire des cellules solaires, commencé à avoir un petit peu de rendement, 5%. On a commencé à rêver un petit peu plus, et puis c'est arrivé en même temps que le boom spatial, hein, c'est en fait le développement de l'espace, et là, il n'y a pas beaucoup de sources d'énergie, et donc c'est là que les cellules solaires sont vraiment développées. C'était une technologie qui était encore assez chère, faite en petite quantité, difficile à produire. Ça s'est développé, et puis 30 ans plus tard, on commençait à faire des systèmes qui étaient suffisamment efficaces, d'abord pour être intégrés, enfin 20 ans plus tard, dans les batteries, dans les montres, dans les calculatrices, donc pour remplacer un petit peu des piles, des batteries classiques, hein, des cellules électrochimiques, et puis pour commencer à alimenter des sites isolés. Dans les années 90, on a commencé à mettre ça dans des bâtiments. Il y a des premiers quartiers photovoltaïques au Japon, par exemple, hein, qui ont été installés, donc des premiers et puis les fermes solaires, c'est le début du XXe siècle. Et puis au point qu'aujourd'hui, on a 6 ou 700, je pense, on va avoir 700 gigawatts installés aujourd'hui dans le monde. Et donc avec un développement qui a été effectivement, enfin qui a été exponentiel, très très rapide. Voilà. Alors ce qui est très intéressant, j'aime bien montrer cette image-là, c'est en fait quand on regarde les prédictions de l'IEA, donc vous voyez, hein, donc le développement là en noir, la courbe en noir, hein, combien de photovoltaïque est installé annuellement. Ça, c'est la courbe, hein, donc ça a arrêté en 2015, mais vous voyez à peu près la courbe. Et puis, vous voyez les prédictions de l'IEA. Donc, tous les ans, l'Agence internationale de l'énergie fait un scénario et dit « Ah, je regarde, je fais des calculs économiques savants, et puis je vois que finalement, aujourd'hui, on installe, par exemple, 1 gigawatt par an, et ben, je vois que ça va augmenter à peu près comme ça, et que dans 10 ans ou dans 20 ans, on en installera 2, peut-être 3. Voilà. Et puis après, ils s'aperçoivent donc que ça augmente un petit peu plus vite. Alors, ils révisent un petit peu, puis vous voyez, en gros, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la valeur, là, à l'instant T, et puis après, hop, ils prolongent. Des fois, ils font un petit calcul savant, ils disent, ah, ça va augmenter, ça va un peu diminuer, etc. Et puis voilà, mais en fait, ils sont toujours à côté de la plaque, très, très régulièrement. Et donc, voilà, ça me fait plaisir. C'est pas très, très gentil de se réjouir du malheur des autres, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est étonnant, parce qu'il y a une telle régularité dans l'erreur que je pense que ça devrait quand même poser des questions. Et ceci dit, c'est très, très difficile de prévoir l'essor d'une technologie, donc je ne jette pas la pierre, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose, peut-être des leçons à tirer, malgré tout. Alors, je vais passer un petit peu, je vous ai raconté tout ça un petit peu. Là, il y a peut-être juste la photo, si vous voyez dans le coin, de cette voiture électrique avec un toit, avec des panneaux solaires. Cette première voiture électrique ici. Alors, hop. Voilà, donc je passe, des applications spatiales, je vous montre des jolies photos, développement des technologies, il s'est passé plein de choses, les premiers systèmes autonomes sous différentes formes, les développements, donc on conduit, enfin un développement, et puis aujourd'hui le bâtiment avec des panneaux solaires qui peuvent être colorés d'ailleurs, enfin, on en parlera peut-être, mais on peut toutes sortes de systèmes intégrés, des grandes fermes solaires qui représentent à peu près la moitié des installations aujourd'hui. Et puis, dans le futur, peut-être de nouvelles applications. Alors, certaines ne sont pas si futuristes que ça, mais en fait, comment on peut utiliser l'espace? Aujourd'hui, on a deux modèles, deux grands modèles, des panneaux solaires sur des toits, des panneaux solaires dans des espaces vierges ou qu'il faut défricher. Donc, ça, c'est déjà moins sympathique. Et puis, il y a eu des idées. Est-ce qu'on pourra en mettre sur des routes? Est-ce qu'on pourra en mettre sur des toits ou sur d'autres espaces avec des systèmes un petit peu flexibles? Est-ce qu'on peut en mettre sur des lacs? Alors là, sur des plans d'eau, il y en a déjà pas mal qui sont installés. Il y a plusieurs, il y a une dizaine de gigawatts actuellement. Ça augmente aussi très, très vite. C'est des choses qu'on pourrait discuter. Puis, il y a aussi d'autres manières de mettre des espaces partagés, ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire en fait aménager des espaces cultivés et avoir une coproduction à la fois agricole et énergétique. Et ça présente aussi des avantages et un intérêt dont on pourra aussi
discuter. Alors, vous voyez, ce développement exponentiel, il vient de plusieurs facteurs. Vous avez ici les installations cumulées, donc là c'est jusqu'en 2018, donc vous voyez avec un taux d'augmentation de 42%, c'est-à-dire que chaque année on met 42% de plus avec une belle régularité, hein, plus de 40% de plus que ce qu'on a installé l'année dernière, donc on a une augmentation qui est exponentielle, hein, ici, et ça c'est dû à plusieurs facteurs. En fait il y a des synergies. Vous voyez là en haut à gauche, vous avez une augmentation très régulière des rendements. Alors cherchez pas, je ne vais pas vous expliquer le détail, tous ces points, etc. Chaque point, ça représente une technologie particulière. Vous voyez, il y a des technologies qui sont en fait très, très élevées, là, au-dessus de 40%. Vous avez des technologies qui sont très basses, mais qui augmentent assez vite. Et vous voyez, en moyenne, on augmente de 1,5 point de rendement. Donc, si on est à 20% cette année, peut-être qu'on sera à 20,6% de rendement de conversion l'an prochain. La fiabilité également des panneaux solaires augmente. Du fait que le rendement augmente, la fiabilité augmente, le fait que les volumes augmentent, donc on a des effets d'échelle, on a aussi des coûts qui diminuent. Hein, et là, vous voyez aussi des coûts qui diminuent également avec une belle régularité. Ici, ça c'est le coût moyen en dollars constants, en dollars 2018, en fonction du temps, et enfin, plus exactement en fonction de la quantité de modules produits. Enfin, installés dans le monde, hein, de la capacité cumulée et installée. Donc, vous voyez là ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Vous voyez aussi avec une belle régularité des coûts qui diminuent très, très vite. Et donc, tout ça, évidemment, les coûts diminuent. On peut en installer davantage. On installe davantage. Il y a davantage de recherche. Les performances s'améliorent, etc. Et donc, vous avez une espèce de cercle vertueux qui est mis en place actuellement et qui explique cette augmentation exponentielle et qui n'a pas l'air de s'arrêter. Enfin, je veux dire qu'on est encore sur ces courbes-là, encore des diminutions de coûts, encore des augmentations de rendement, et comme je vous ai dit, on est encore assez loin des limites que l'on peut atteindre. Alors, un panneau solaire, comment ça marche? Je vous ai expliqué, tout ça, enfin, les succès actuels, on va revenir, hein, les succès actuels de l'industrie photovoltaïque. Une question, c'est, on peut se poser la question, comment ça marche? Alors, il y a un truc, si on veut essayer d'expliquer sans équation, si vous voulez vous expliquer, en fait, dans le détail, c'est compliqué, c'est de la mécanique quantique, c'est des choses qui peuvent être, si on rentre en détail, qui peuvent être assez complexes. Si on fait une analogie, l'analogie la plus simple pour l'électricité, c'est une analogie hydraulique. Imaginons, vous avez le soleil envoie de l'énergie. Imaginons que cette énergie, c'est un petit peu comme des petits cailloux qu'on lancerait dans une mare. Si je lance des cailloux dans une mare, ben, il y a des projections, on projette des gouttes d'eau, hein, un petit peu partout. Et bien, si vous voulez, dans mon matériau, j'ai des électrons qui sont tranquilles. C'est un petit peu comme si c'était dans une mare. Hein, ils sont tranquilles. Puis si je jette des cailloux, ben, je leur donne de l'énergie, je crée des gouttes d'eau. Et si mon matériau est tel qu'il y a finalement, vous voyez, un petit peu comme ici, si je mets un toit à côté de ma mare, hein, ou en tout cas un plan incliné ici, je vais pouvoir récupérer certaines des gouttes d'eau, celles qui ont suffisamment d'énergie, je vais pouvoir récupérer ces gouttes d'eau, les collecter sur un toit en pente et dans une gouttière. Et puis, si je les collecte dans une gouttière, ben après, voilà, j'ai une certaine énergie, puis je peux canaliser cette eau, lui faire tourner une petite roue, lui faire un petit peu de travail, et donc, et puis cette eau, après, retourne à la mare, j'ai bouclé ma boucle, et j'ai produit de l'énergie. J'ai récupéré cette énergie. En fait, le soleil envoie ce qu'on appelle des photons, hein, des particules de lumière, qui vont heurter les électrons qui sont dans les matériaux photovoltaïques, qui sont dans les cellules solaires, les projeter. Si mon petit caillou a suffisamment d'énergie, il va projeter ces électrons suffisamment haut pour qu'ils puissent après faire ce cycle-là. Et s'il n'y a pas assez d'énergie dans le petit caillou, donc par exemple si c'est dans l'infrarouge, hein, si c'est ces photons qui sont moins énergétiques, bah, il ne va rien se passer, l'eau va retomber, peut-être être recollectée, revenir au final dans la mare, mais sans qu'il soit rien passé. Voilà. Donc seule une certaine partie finalement dans les panneaux solaires, une certaine partie de l'énergie est utile, hein, une partie de l'énergie lumineuse est utile, ce qu'il faut comprendre, et c'est celle qui va effectivement permettre de projeter cette eau assez haut. Alors on pourrait continuer, je pourrais poursuivre cette analogie, donner un certain nombre de détails, etc. Je ne vais pas forcément le faire, sauf si vous le souhaitez, si vous avez des questions, je suis prêt bien sûr à y répondre. Je vais plutôt vous raconter comment on fabrique les panneaux solaires. Et alors, les panneaux solaires, 95% des panneaux solaires qui sont faits, ce que vous avez vu, pas tous, il y a d'autres technologies, hein, sont faits à partir de silicium. Et ce silicium, c'est un processus un peu compliqué, en fait, de production. Il se trouve que le silicium, c'est un matériau qui est très, très bien contrôlé, qui est très bien maîtrisé industriellement,
qui n'est pas un très bon matériau, qui n'absorbe pas très bien la lumière. Donc en fait, il faut produire des plaquettes qui sont relativement épaisses pour absorber la lumière et pour la collecter. Et donc il faut aussi purifier ces matériaux-là très fortement de manière à réduire les défauts qui pourraient piéger ces électrons qu'on essaie d'acheminer, d'essayer d'attirer dans la gouttière, enfin gouttière virtuelle si vous voulez, et pour les amener donc au contact, et puis après les extraire pour qu'ils fassent le travail, charger une batterie, allumer une lampe, aller dans le réseau, etc. Et donc on a ce matériau qu'il faut d'abord purifier. C'est des procédés qui sont bien maîtrisés, mais qui sont, comment dire, ils ne sont pas sales, mais ils ne sont pas si propres. Et alors là, je voudrais quand même dissiper peut-être une idée. Il n'existe pas, enfin à mon sens, il n'existe pas de technologie propre. Il n'y a pas d'industrie qui soit parfaitement propre. Et les industries qu'on peut essayer de rendre très propres, mais tout procédé industriel, effectivement, est là, on met en œuvre, il y a des produits chimiques. Voilà, dans tout procédé, on va avoir des produits chimiques qui ne sont pas tous très sympathiques. Alors, il n'y a pas de pollution, et je touche du bois, enfin, je touche du bois, mais il n'y a pas eu d'accident, mais il faut quand même, voilà, c'est quand même un point de vigilance de voir est-ce qu'on ne pourrait pas quand même aussi rendre, et ça c'est peut-être dans la catégorie défi, finalement les procédés industriels pour fabriquer des panneaux solaires encore plus vertueux. Alors, je dis ça parce qu'à mon sens, l'énergie solaire doit être particulièrement vertueuse. C'est-à-dire qu'on ne reproche pas à des usines à charbon d'être sales, ça se comprend. Qu'on ne reproche pas à d'autres industries qui produisent l'électricité d'être sales, ça peut, mais à mon sens, il y a encore des efforts à faire. C'est comparé aux autres, c'est pas plus sale. Hein. Tous ces procédés-là dont je vous parle, ils ne sont pas plus sales qu'ailleurs, mais je pense que ce serait quand même intéressant d'essayer. C'est un domaine de recherche, essayer de rendre ça plus propre. Alors, une fois qu'on a le silicium, c'est déjà une bonne partie du coût. Et après, il faut le recristalliser. Pourquoi il faut le cristalliser? Vous voyez, en fait, pour bien acheminer ces gouttes d'eau, qu'elles ne s'accrochent pas, qu'elles ne s'évaporent pas en route, etc., il faut un matériau quand même qui soit exempt de défauts, où ces gouttes d'eau, enfin ces électrons puissent s'accrocher et quelque part avoir une viscosité, une friction qui empêche de les extraire. Alors, quand on a ça, on a quand même des gros blocs, des blocs de plusieurs centaines de kilos de silicium. Et ça, ce n'est pas pratique, on ne va pas paver des routes. Donc, on va les couper en petites tranches. Là, c'est ce qui est ici. Donc, on va les couper en fines tranches, en tranches de quelques centaines de microns, donc de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu, enfin de quelques cheveux. Et puis, une fois qu'on va les découper, on va après faire un certain nombre de procédés, prendre des contacts dessus. Vous voyez que le silicium aussi, il est gris. Donc, il est gris, c'est-à-dire qu'il réfléchit pas mal la lumière. On va mettre des couches anti-reflets pour que la lumière pénètre bien. Et suivant le type de silicium, le type de traitement qu'on va faire, on va avoir des plaquettes qui vont être noires. Ça, c'est le silicium de meilleure qualité. Donc, on peut faire des couches anti-reflets plus chères et de meilleure qualité. La lumière pénètre davantage. Ou des panneaux solaires qui sont quand même très efficaces, mais qui vont être un peu bleutés parce que toute la lumière ne rentre pas et donc il y en a une petite partie qui réfléchit. Une plaquette comme ça, c'est à peu près typiquement, c'est 15 par 15 cm. J'en ai une là à côté, je pourrais vous la montrer, mais j'ai l'impression qu'avec mon fond d'écran, ça passerait pas bien. Je pourrais peut-être vous la montrer tout à l'heure. C'est des plaquettes, donc 15 cm par 15 cm. La lumière solaire, quand elle arrive dessus, ça fait un courant de 8 ampères. Donc c'est quand même considérable. Vous voyez, ce petit objet là, ça fait un courant qui est assez élevé. Et donc, si on faisait des panneaux solaires très très grands avec une seule plaquette, on aurait des courants de plusieurs centaines d'ampères, ce serait ingérable. On aurait beaucoup de pertes, ce sera essentiellement de la chaleur dans les câbles, des câbles électriques énormes pour extraire ça. Donc en fait, on va mettre ces panneaux solaires en série, ici dans des modules. Donc on va les connecter, c'est-à-dire un petit peu comme des batteries, on va mettre pôle plus, pôle moins, etc. En série. On va les connecter, donc on va faire une chaîne ici. Voilà, donc ça va faire un petit peu comme une chaîne ici. Voilà, donc tous les panneaux en série, tous les wafers en série, on va les mettre dans un module. On va protéger ces wafers, donc ils sont cassants, c'est des cristaux. On les va protéger par du verre qui va aussi tenir l'humidité, éviter que les contacts métalliques se corrodent. Et puis on va sortir 2 fils. Et puis ça ne suffit pas. Alors même ces panneaux solaires-là, on va eux-mêmes les mettre en série dans des voilà, sur ce qui est fait sur les toits. On aura les assembler en blocs, et puis ces blocs-là, eux-mêmes, peut-être les mettre en série ou en parallèle, etc., pour avoir, et puis à un moment donné, on va convertir cette énergie-là, si on veut l'injecter dans le réseau, on va la convertir en énergie alternative, un courant alternatif. Alors, donc ça, c'est une technologie majoritaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe quand même d'autres technologies.
qui sont aussi développés, avec lesquels on utilise beaucoup moins, 100 fois moins, 1000 fois moins de matériaux, de matières premières, de matériaux actifs. Il suffit en fait d'un micron, d'une fraction de micron pour absorber, certains matériaux sont capables d'absorber l'énergie solaire avec des quantités beaucoup moins importantes, et donc ça apporte un certain nombre d'avantages. On peut du coup faire des panneaux solaires flexibles, etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais je vais continuer un petit peu sur le silicium. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire un panneau de silicium? C'est un transparent là, tiré de panneaux solaires de collègues. Hein. J'ai pris beaucoup d'images. Enfin, on fait pas mal d'enseignements. J'ai pris aussi des collègues. Alors, il y a pas mal de collègues qui m'ont fourni des transports plus jolis. Si vous voyez des transports moches, c'est les miens. Hein. Si vous voyez des jolis, en général, c'est d'autres personnes qui nous ont fait. Donc, je vous ai expliqué avec du silicium, mais en fait, il faut doper, donc on rajoute un petit peu des petits du bord, du phosphore, etc. C'est des détails, je ne vais pas rentrer, on pourra en discuter. Et puis, il y a également des métaux. Donc, on a un contact qui va être en argent, un contact ici, un contact en aluminium, suivant le cas, et un contact en argent. Donc, peut-être c'est cher, mais en fait, c'est pas si cher. On utilise des quantités qui sont assez faibles. En tout cas, il y a un point qui est important sur lequel on peut signaler, hein, c'est contrairement à ce que vous voyez régulièrement, il n'y a pas de terre rare dans un panneau de silicium, ni d'ailleurs dans aucun panneau commercial. Vous voyez, ce qui est rare en fait dans un panneau solaire silicium, c'est l'argent, effectivement, qui est un métal qui n'est pas si courant, mais aujourd'hui, on utilise de l'argent parce que c'est pratique. En fait, on pourrait utiliser, il y a déjà des technologies qui développent pour remplacer ça par du cuivre ou par un autre métal conducteur, donc ce n'est pas vraiment un problème. Voilà. Donc, j'ai déjà été un petit peu long là-dessus, donc je vais peut-être pas trop discuter de ces choses-là. Tous les détails technologiques, ce n'est pas très grave. Je vais juste vous montrer deux courbes. Un panneau solaire, donc là ici, donc ce panneau solaire, si on mesure combien de courant quand il est éclairé, donc là ici, vous voyez 1000 watts par mètre carré, c'est ce qu'on aurait en plein soleil, et puis sinon on a un petit peu moins. Ben, vous voyez en fait, en fonction de la tension qui est à ces bornes, ben, il sort un courant qui est relativement stable. Hein, et la puissance, en fait, ce serait le courant qui multiplie la tension. Donc, si on imagine le produit, donc ce serait si je me place à cette tension-là, pour cet éclairement-là, le produit courant fois tension, ça donne une surface, ça va être la puissance en watts qui va être délivrée par le panneau solaire. Vous voyez qu'il va y avoir une puissance maximum en fait, qui va être à peu près ici et qui dépend. En fait, on a un courant qui va augmenter linéairement avec la puissance solaire. Alors ça, c'est un ciel clair, mais vous voyez qu'un ciel nuageux, on peut être par là et donc on perd quand même pas mal de puissance, hein, un facteur 5. Donc, voilà. Donc vous voyez qu'on perd non seulement du courant, mais on perd également un petit peu de tension. Je n'ai pas le temps de discuter de ça. Et puis, mais ce que je voulais vous montrer, c'est là, ici, ce qui est beaucoup plus dramatique, c'est qu'on perd en fait beaucoup de tension. Ici, quand vous voyez ici un panneau qui sera à 0 degré, par rapport à un panneau qui serait à 100, enfin là, ici, 60 degrés, bah, vous voyez qu'on perd quand même pas mal de tension. Sur le courant, on est à peu près stable, mais on perd beaucoup de tension, donc on perd quand même pas mal de puissance. C'est un panneau solaire silicium. Alors, il y a des technologies qui sont moins susceptibles ou qui ont de pertes hein, quand on augmente la température, mais le silicium, c'est aussi un de ses défauts. Il y en a quand même des pertes qui sont non négligeables là-dessus, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler aussi sur d'autres technologies. Voilà. Donc, vous voyez ces pertes, donc tout ça, se soucier. Donc, vous voyez que finalement, si on veut prédire la quantité, la puissance hein, que l'on veut avoir, là, à Enercity, il y a des gens qui font des business plans, et ben, il faut savoir non seulement à peu près quelle est l'insolation moyenne sur un toit, donc ça va dépendre effectivement peut-être de son environnement. S'il y a des bâtiments qui sont blancs à côté, on peut avoir un petit peu plus. S'il y a des choses qui font un petit peu de l'ombre, on aura moins. Il faut être aussi capable de prédire la température et tout ça, savoir un impact, hein, si on veut savoir effectivement quel va être le productible de panneaux solaires. Donc, c'est des éléments parmi d'autres. Et vous voyez à l'inverse, hein, les panneaux solaires, quand on achète un panneau solaire, comment dire, il a une capacité qui est donnée par le constructeur et qui est mesurée qui est donnée pour 1000 watts et à 25 degrés. Alors, si à Paris, si on avait des hivers froids, ben finalement, quand il fait froid, ou si on avait des journées de printemps ensoleillées, là, en ce moment, il ne fait pas trop chaud, il y a du soleil, et ben, quelque part, les panneaux, ils peuvent être plutôt meilleurs que ce qui est indiqué par le constructeur, par exemple. D'accord, en ce moment. Voilà. Alors, je vais peut-être passer tout ça. Enfin, tout ça, c'était un petit peu ce que j'avais indiqué. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente la cellule record, une des cellules records, aujourd'hui faite en laboratoire, publiée il y a quelques années, pas très, très longtemps. Donc, à 47%. C'est un assemblage un petit peu complexe. C'est le type d'assemblage qu'on va utiliser dans l'espace. D'accord, qui va augmenter. En fait,
on peut, voilà, donc on est à peu près ici, voilà, mais en fait, ce qu'on vise dans les laboratoires, certaines technologies, ce qu'on vise, c'est plutôt des choses qui sont proches de 90%, qui sont les limites ultimes, si on veut, des technologies. Et l'idée, c'est d'essayer de faire ça aussi avec des technologies qui ne sont pas trop coûteuses. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est là. Juste le silicium tout seul, on est là. Mais en principe, vous voyez que dans le laboratoire, on est ici 47%. Sur des modules à concentration également, voilà, sur des choses, on a également des technologies qui vont dans l'espace. On a des choses qui sont autour de 30-40%. Et donc, il y a des beaux progrès. Donc, voilà. Si je résume, aujourd'hui, dans les usages actuels, donc on avait en fin 2019 600 gigawatts, on doit être à plus de 700, on doit approcher les 800 gigawatts installés dans le monde. Mondialement, c'est déjà 2,5% de l'électricité qui est produite comme ça, avec une augmentation régulière. Des modules qui étaient à l'époque à 30 centimes par watt, le coût du watt, donc du générateur hein, par watt, donc qui donne en fait LCOE. Alors c'est en fait le coût, une espèce de coût calculé, hein, ce qu'on doit utiliser pour les business plans finalement. Hein, quel est le coût, le prix de revient de l'électricité? On arrive à quelques centimes par kilowattheure. Dans les régions les plus ensoleillées où les terrains sont pas chers, etc., on est en dessous on approche en fait le centime par kilowattheure. Là, par exemple, il y a des enchères, hein, des centrales qui étaient vendues aux enchères, donc qui avaient des business plans en dessous proche de 1 centime récemment là, par kilowattheure dans les Émirats arabes unis. Voilà. Alors, on a des systèmes, je pense qu'il y a d'autres questions, on en parlera peut-être un petit peu. Donc, on a des panneaux solaires qui durent longtemps, 20-30 ans, c'est la garantie constructeur. On a des diminutions, et ça aussi, il faut en prendre en compte hein, quand on fait des business plans, il y a des diminutions des rendements qui sont inférieurs à 1% par an. Donc, des fois, pour certains, c'est encore moins que ça. Hein. Et donc, en fait, des panneaux solaires qui pourraient durer beaucoup plus de 30 ans pour certains, pour ceux de meilleures factures. On peut discuter c'est quoi les problèmes, c'est quoi les rendements. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est le retour énergétique. C'est des choses qu'on entend des fois. C'est finalement, panneaux solaires, c'est des procédés coûteux en énergie pour les fabriquer, il faut de l'énergie pour les transporter, il faut de l'énergie pour les installer. Il y a tout un système électronique autour. Finalement, un système, est-ce qu'on est sûr que toute cette énergie investie, on va la récupérer avec des panneaux solaires? En fait, oui, les panneaux solaires durent 20 à 30 ans et suivant l'endroit où on les installe, suivant donc l'ensoleillement, suivant le type de technologie, c'est entre 0,7 à 2 années qu'il faut pour récupérer l'énergie investie pour les fabriquer. Donc, je pense que c'est une donnée, donc ça montre bien quand même la soutenabilité du système et ce sont en plus des valeurs qui s'améliorent, qui se bonifient avec les années. Alors, je voudrais passer maintenant aux défis, peut-être pour les dernières. Alors, je déborde un petit peu, hein, dites-moi, et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je voudrais maintenant parler des défis et je pense que le grand défi, si je veux le résumer, c'est le défi terawatt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai dit, les besoins en énergie dans le monde, la consommation moyenne de l'humanité, c'est autour de 17 terawatts. En énergie totale, hein, ce n'est pas de l'énergie électrique. Et donc, c'est un peu l'énergie qu'il faudrait fournir en essayant de déplacer en même temps de l'énergie, du charbon, de l'électricité, ou de l'énergie stockable, hein, de l'énergie fossile, et toutes ces énergies finalement qui polluent, qui posent tout un tas de problèmes par ailleurs. Donc, comment on fait pour déplacer ces choses-là? Alors, ça passe, comment on passe dans quelque chose qui est marginal, hein, qui est de l'ordre du pourcent. Je dis maintenant, c'est 2% de l'électricité produite, mais l'électricité, c'est 20% de l'énergie totale. Hein. Tout n'est pas que de l'électricité, on ne se transporte pas majoritairement avec des voitures électriques. Cette électricité-là, il faudrait la produire, il faut la stocker, etc. Donc, tout ça, c'est des enjeux. Comment on est à moins d'1% aujourd'hui et comment on fait à quelque chose qui aurait une contribution qui sera en tout cas significative, si ce n'est majoritaire. Alors, il faut baisser les coûts encore. Il faut et inclure peut-être le stockage dans cette baisse des coûts. Il faudrait également inclure peut-être les coûts de distribution, d'aménagement de réseau, etc. Hein, sur ces choses. Parce qu'en fait, un point dont on n'a pas parlé, enfin, tout le monde est au courant, hein, vous savez que c'est une énergie qui est variable, c'est-à-dire qu'on produit plus le jour et moins la nuit, hein, la nuit très très peu, voire zéro, si la nuit est bien noire, donc en tout cas c'est négligeable. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi cette question-là, comment on gère cette variabilité, comment on l'inclut également.
Il y a toutes les questions de la soutenabilité des panneaux solaires, comment on a des procédés de fabrication qui sont plus vertueux, comment on est sûr que il n'y a pas de terres rares, mais il pourrait y avoir d'autres éléments qui sont critiques, des procédés à améliorer, du recyclage, etc. Tout ça sont des questions. Et puis il y a aussi toute la question de la diversification des usages et de tout ce que l'on peut déplacer comme usage, et donc comment on peut coupler ça à du stockage, à des réseaux intelligents, etc., etc. Voilà. Alors, il y a une figure, alors il y a un autre point que je voudrais soulever. Je pense que peut-être on peut garder ça pour les questions. Donc, je pense que j'ai résumé, j'ai des données derrière, je peux répondre à ces questions-là derrière, mais je pense que ce serait bien de passer à la question. Il y a juste un point que je voudrais évoquer. Je vous ai dit, là, aujourd'hui, on est à 1 centime le kilowattheure. En fait, c'est l'énergie renouvelable la moins chère dans les endroits qui sont favorables. C'est une des énergies qui est devenue c'était une des énergies les plus chères. Hein. Il y a 10 ans, si vous vous rappelez, on disait que c'est l'énergie renouvelable la plus chère. Aujourd'hui, c'est l'une des moins chères. Et en fait, ça va continuer à baisser. Je pense que ça va continuer à baisser et que ça va continuer à baisser beaucoup. Et au point, je pense que peut-être d'ici la fin du siècle, on aura de l'énergie gratuite. Alors, c'est une question, ça, comment on va faire des business plans à Enercitif si l'énergie est gratuite? Ça va être compliqué. Hein. Je pense que c'est une bonne chose, hein, mais enfin, c'est une bonne chose, mais ça pose des problèmes. Ce que l'on voit, c'est une bonne chose parce que l'énergie, c'est aujourd'hui une des conditions de la vie, enfin, un peu comme l'eau, comme l'air. On est habitué à avoir de l'information gratuite. Pour beaucoup de choses, de l'information gratuite, on peut aussi avoir de l'énergie gratuite. Le problème de l'énergie, contrairement à l'information, en tant que tel, enfin, l'information s'accompagne aussi d'échanges d'énergie. Quand on utilise de l'énergie, là aussi, en fait, on ne peut pas utiliser de l'énergie sans modifier l'environnement. Ça a toujours un coût. Si l'énergie est gratuite, alors ça va se mettre à avoir encore plus de voitures, encore plus de lumière, encore plus d'ordinateurs, encore plus de ci, encore plus de cela. Et est-ce que notre empreinte ne va pas, sur la planète, qui est déjà terrible, ne va pas augmenter, même si on utilise de l'énergie propre, est-ce que ça ne va pas augmenter démesurément? Donc, hein, il faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire de toute cette énergie. Mais jusqu'à un certain point, en tout cas pour celles qui arrivent sur Terre, on peut avoir, en tout cas pour nos besoins actuels, on pourrait avoir à ce volume-là, avec un impact qui pourrait être soutenable, si on fait bien les choses, une énergie qui soit à peu près gratuite. Alors pourquoi je dis ça? Alors ce qui fait les composants du coût de l'électricité, je vous ai mis une petite formule en haut. Donc ce que vous payez, hein, c'est des euros par kilowattheure. C'est ce que l'on paye au compteur, là, votre fournisseur préféré d'électricité, qui est peut-être un opérateur historique, mais qui est peut-être de plus en plus une coopérative ou un fournisseur coopératif d'énergie verte. Donc, ça va dépendre du coût du panneau. Alors, le panneau, on l'achète au mètre carré. Alors, on l'achète au mètre carré, mais il a un certain rendement. Donc, finalement, ce qu'on achète, c'est des watts. Hein. On a un certain nombre de watts pour un panneau qui représente un certain nombre de mètres carrés. Donc, ça, ce mètre carré, c'est des coûts. Si on veut faire baisser les coûts, c'est des procédés de fabrication qui vont être innovants, avec lesquels on va… C'est de la standardisation, c'est de l'industrialisation, etc. C'est une maturation de technologie qui va faire baisser les coûts. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça va continuer. C'est également des rendements qui peuvent continuer. Je vous ai dit, là, les rendements aujourd'hui, on va les multiplier par 2, probablement par 3 d'ici la fin du siècle et peut-être un petit peu plus. Après, ce qui fait le coût, c'est que ça, c'est ce que vous fournit votre panneau, ce que votre constructeur vous garantit, mais en fait, finalement, suivant comment vous mettez votre panneau, comment vous l'installez, vous pouvez avoir davantage de puissance, plus ou moins de puissance solaire qui va arriver sur votre panneau. Hein. Je dis, votre panneau, il est certifié pour des watts crête, c'est-à-dire en fait une production normalisée avec 1000 watts par mètre carré à 25 degrés pour un spec normalisé, etc. Mais vous avez peut-être des bâtiments blancs autour, peut-être qu'il fait un petit peu plus froid que ce qu'a utilisé peut-être qu'il fait un petit peu plus… Le ciel est un petit peu plus bleu que les 1000 watts par mètre carré, donc peut-être que vous allez avoir plus, mais peut-être aussi vous allez avoir moins. À Paris, des fois, il fait gris, des fois, il fait chaud, le climat se réchauffe. Votre panneau a travaillé à une température aussi qui est un petit peu plus élevée. Voilà. Et donc, en fait, quelle est la quantité de watts réels que vous allez avoir par rapport aux watts normalisés? Ben, c'est une question. Ça va dépendre aussi. On peut orienter les panneaux solaires pour qu'ils suivent le soleil et on peut avoir un petit peu plus, etc. Donc, ça va dépendre de comment on l'installe. Et donc ça, voilà, si on le met sur des toits, ben on a beaucoup de contraintes, mais peut-être qu'il y a des degrés de liberté qu'on n'utilise pas, et je pense qu'il y en a, et ça aussi, on peut en discuter. Après, il y a la question aussi, pendant combien de temps votre panneau va produire? Aujourd'hui, on considère que les panneaux, on les utilise 20 ans, 30 ans, enfin ils sont garantis 20 ou 30 ans, mais maintenant vous avez des producteurs, en fait, et je pense que c'est une question aussi, hein, qui vont retirer de service ces panneaux qui ne sont pas chers,
dit finalement, ils ont fonctionné 10 ans. J'ai déjà remboursé mon installation électrique, mais si je mets des panneaux de nouvelle génération qui sont encore moins chers et plus performants, mon business plan est meilleur. Donc, ça peut être avantageux de retirer, de mettre hors circuit des panneaux solaires. C'est un peu dommage. Que deviennent-ils, qu'en fait-on, etc. Mais voilà, si par contre on les utilise plus longtemps, on va faire baisser bien évidemment d'autant le coût du panneau solaire. Puis après, il y a des choses qui sont non scientifiques. Donc tout ça c'est des recherches dans les matériaux pour améliorer la durée de vie. Et puis après, il y a des choses qui sont de l'économie, c'est le coût du capital, c'est les taux d'intérêt, on achète, on emprunte. Donc ça, je vous renvoie à l'atelier de calcul de coûts qui est aussi fait par Enercitif. Voilà. Et donc ça, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on peut discuter, qui sont intéressantes à mon sens. Voilà. Et donc, je pense on verra probablement un gain d'un facteur 10 sur le coût de l'électricité, sur les technologies par rapport à l'évolution des technologies solaires. Je vais peut-être m'arrêter là. Et puis après, j'ai plein d'autres choses. Voilà, j'ai plein d'autres choses que je peux vous raconter, mais je pense très bien qu'il y ait des questions. J'ai déjà été un petit peu long, peut-être. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je vous passe la parole. Donc, je ne sais pas si… peut-être que si vous voulez allumer les caméras, on peut discuter voilà, ou se présenter rapidement, mais je vais arrêter ma présentation. Hop, voilà, je viens de redonner la parole et la possibilité d'allumer les micros et les caméras aux personnes. Si vous souhaitez poser des questions, en fait, il suffit juste de lever la main. Il y avait une première question en fait dans le chat qui disait, il faut juste que je la retrouve, est-ce que le panneau solaire peut stocker de l'énergie? Alors, un panneau solaire lui-même, non. C'est vrai qu'on appelle ça, des fois on appelle ça des piles solaires. Alors, il y a beaucoup d'analogies, on pourrait développer les analogies avec des batteries solaires, et puis il y a des points de ressemblance. Mais il y a une chose, c'est que le panneau solaire, quand il reçoit de la lumière, oui, il contient de l'énergie, mais cette énergie, il la perd en 1 milliseconde. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de lumière, 1 milliseconde après, il n'y a plus d'énergie. Cette énergie-là, elle est perdue tout de suite. Donc, ce n'est pas un système qui stocke. Il y a des systèmes, alors, c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes qui se font au niveau de la recherche, on pourra en parler. On peut associer des panneaux solaires avec des batteries plates ou des systèmes électrochimiques. On sait aujourd'hui utiliser des matériaux plastiques et faire des cellules qui sont relativement performantes, qui approchent les 20% avec des matériaux plastiques. On n'arriverait pas à imaginer qu'on puisse faire des cellules solaires avec des matériaux plastiques qui sont isolants. On a des systèmes qui sont des systèmes électrochimiques, un petit peu à la Becquerel, qui vont à la fois convertir la lumière et puis pouvoir stocker un petit peu en partie, effectivement, mais ce n'est pas encore assez performant. Ce que l'on fait, si on veut stocker de l'énergie, alors je pense que je ne vais pas remettre les slides, on va discuter, je ne vais pas remettre des transparents, des choses, vous avez assez vu. C'est peut-être plus sympa si on peut se discuter. Et n'hésitez pas à mettre vos caméras, au moins momentanément. Je sais bien que ça consomme de la bande passante et que ça consomme aussi de l'énergie, mais peut-être que voilà, ponctuellement, au moins si vous prenez la parole, c'est bien de se voir. Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on va associer ça avec des batteries. On peut aussi produire. Il y a toute une activité actuellement qui consisterait à alimenter des électrolyseurs. Par exemple, produire de l'hydrogène ou d'autres matériaux. On pourrait aussi imaginer de réduire du CO2 avec de l'eau et de refabriquer des carburants pour des voitures. Et en fait, on a des systèmes qui sont démontrés avec 30% de rendement. Apparemment, je travaillais dans un laboratoire au Japon, à l'Université de Tokyo. Une des équipes travaillait sur un couplage comme ça d'énergie solaire avec des électrolyseurs. Ils ont montré qu'avec des systèmes commerciaux, on pouvait déjà avoir 30% de rendement. C'est-à-dire que 30% de l'énergie solaire peut être convertie en hydrogène, dont la valeur énergétique vaut 30% de l'énergie qui a été reçue par le soleil. Donc, c'est déjà des choses qui ne sont pas négligeables. Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres difficultés, il y a beaucoup d'autres enjeux, mais ça vous dit déjà que ça montre déjà qu'on peut… on travaille aussi sur le fait de déplacer des usages, pas uniquement de l'électricité, mais aussi avoir d'autres usages à cette énergie solaire photovoltaïque. Donc, le stockage, ce serait peut-être plutôt ça, en fait, aujourd'hui. Une autre manière, entre guillemets, de stockage, c'est d'essayer de regarder est-ce qu'on peut déplacer des usages, est-ce qu'on peut finalement envoyer dans le réseau. Ce n'est pas un vrai stockage au sens strict, mais c'est une manière d'utiliser cette énergie-là et de la déplacer non pas dans le temps, mais au moins spatialement dans ses usages, et donc de permettre d'utiliser mieux l'énergie qui est produite. Et ça évite aussi d'installer des capacités supplémentaires. Il y a une question dans le chat qui est extrêmement intéressante a priori.
Comment se présente la future production de wafers en Europe, en fait, pour reprendre la main sur cette industrie localement? Est-ce que ça passe par des gigafactories? Et j'en Alors, rajouterai une autre. C'est quoi derrière toi, Jean-François, en fait? ok. Alors, derrière moi, j'ai pris une image là, que j'utilise pour mes sessions Zoom. Hein, alors, je pourrais, j'ose pas vous montrer mon pauvre intérieur avec son désordre et son linge qui pend, etc. Donc, je préfère mettre ces photos-là. Ça a été fourni par le CNRS. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une tentative de centrale solaire qui a été faite à Targassonne, c'est dans les Pyrénées-Orientales. C'est aussi ma région natale. Donc, c'est en fait une tentative de faire une centrale solaire thermique, cette fois, donc un peu ce que je vous ai expliqué. Hein, donc, avec des miroirs, on concentre l'énergie lumineuse. Et puis, on récupère la chaleur, on fait bouillir de l'eau, etc. Et donc, c'est une première tentative dans les années 70. On avait essayé de faire des tentatives pour faire des centrales solaires photovoltaïques. Alors, pas photovoltaïques, à l'époque. Voilà. Et maintenant, c'est un centre d'expérimentation où il y a aussi des panneaux solaires photovoltaïques qui sont installés, qui sont inclinables, qui utilisent ces technologies également d'orientation et donc qui permettent, en mettant les panneaux solaires face au soleil, à produire 30% de plus d'énergie que ce que mettrait un panneau solaire qui serait installé fixe, avec une inclinaison fixe. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était la première question. Et donc, l'autre question, c'était Gigafactory. Oui, c'est une très bonne question. C'est un gros sujet. On a vu, j'ai participé à l'aventure, enfin, le développement, enfin, j'ai vu, hein, vu des laboratoires, mais travailler avec des compagnies, des entreprises au moment où l'Europe a été fer de lance du développement industriel des panneaux solaires. Et on a toujours d'ailleurs une pépite industrielle, on a Photowatt, qui était l'une des premières entreprises solaires, qui était dans les 10 premiers. Vous voyez comment ça a bougé, hein, quand on fait du surplace, on recule. C'est-à-dire que Photowatt était dans les 10 premières compagnies mondiales dans les années 90. Voilà. Aujourd'hui, ils ne sont même pas listés, ils sont très très loin. Et, voilà, mais ils avaient un modèle très très intéressant. Ils ont continué à développer des technologies intéressantes, mais c'est vrai que le souci en Europe, ça a été, pour cette entreprise-là en particulier, c'était les investisseurs. Il n'y a pas eu des investissements à la taille, alors parce que aussi, il y a eu la concurrence, en particulier avec la Chine, qui a développé à un coût. Alors, c'est un petit peu étonnant, parce qu'en fait, les différences de coûts ne sont pas forcément énormes. Mais vous voyez, sur des choses qui ne sont pas chères, et on le voit aujourd'hui, est-ce que vous préférez, alors peut-être pas vous, hein, vous, public averti et conscientisé, mais est-ce que le consommateur préfère acheter quelque chose qui est made in Europe ou made in France 10% ou 20% plus cher, ou finalement à peu près la même chose, mais fabriqué en Chine? Voilà. Et donc, en fait, les différences de coûts ne sont pas énormes, parce que maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les usines sont complètement automatisées. Donc, en fait, le coût de la main-d'œuvre, c'est rien. Le coût du transport augmenterait un petit peu plus, comme il sera peut-être en train de le faire. Aussi, il y a des taxes sur le carbone, sur les bateaux, sur les cargos, etc. Comme il n'y en a pas aujourd'hui, finalement, ça coûterait moins cher de produire en Europe. Et donc, finalement, avec des gigafactories, en prenant en compte ces facteurs d'échelle, alors, il y a aussi un peu de subvention de l'État chinois pour le développement, il y a tout un tas de facteurs, mais il n'y a pas une différence de prix qui est marquée. D'ailleurs, il y a des projets en Europe. Alors, il y a des usines, donc il y a Photowatt qui est tout petit, mais il y a quand même une usine aussi en Sardaigne, je crois, ou à Catane. Je ne sais plus, Catane, c'est Sardaigne, Sicile. Excusez-moi, il y a peut-être des gens qui savent mieux que moi où c'est. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'aimerais bien. Il y a un gros projet d'usine gigawatt pour ceux qui. Alors, Sicile, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont abonnés, donc je vous recommande de suivre le blog Texol. Souvent, il y a des nouvelles qui sont reprises dans Enercitif. Donc, il y a eu cette nouvelle, je crois qu'elle a été reprise d'ailleurs, de Gigafactory, le projet de Gigafactory en Espagne. Alors, je ne sais pas où ça en est, jusqu'où ça ira, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible de relocaliser. Ce serait souhaitable, effectivement, d'avoir une part, et c'est tout à fait possible de le faire, à mon sens. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut voir qu'on a à 70%, je crois, au moins, de la production mondiale de cellules solaires qui est en Chine. En Chine ou en tout cas en Asie. On est même probablement à plus de 80% en Asie. Enfin, il n'y a pas que la Chine, il y a la Malaisie, Taïwan aussi également a une production.
un petit peu au Japon, etc. Mais le reste est assez anecdotique. Et petite précision, en fait, chez Enercitif, on s'est imposé d'utiliser des panneaux au mieux français ou sinon européens, en fait. Donc, parce que c'est le côté, on cherche à maximiser les impacts locaux le plus possible, travailler avec des installateurs locaux, etc. Donc ça, c'est une vraie question qui nous tient. C'est très très bien. C'est très très bien. Et effectivement, alors, je suis content de l'entendre parce et en fait, je pense que ça devrait être peut-être davantage dit parce qu'en fait, je suis pas sûr de l'avoir entendu avant. Mais ça reste extrêmement compliqué en fait, l'approvisionnement français. Et de mémoire, on a utilisé des panneaux italiens et allemands en fait, Pemar et je n'ai plus l'autre marque en tête. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement important en fait pour nous. Une autre question en fait qui complète peut-être… Juste une chose là-dessus, parce que j'entends des noms et je pense que c'est des gens qui assemblent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans la chaîne de production, je vous ai montré les différentes étapes. Donc, il y a des gens qui vont fabriquer du silicium. Et là, il y avait un fabricant en Norvège, par exemple, qui faisait ça avec de l'énergie hydraulique, donc avec de l'énergie propre. Donc, on pourrait faire du silicium. Les différentes étapes pourraient être faites en Europe. Après, on peut faire des wafers, la technologie des wafers, ça, je vous ai dit, c'est des usines qui sont automatisées. Et puis après, il y a une autre étape, on assemble ces choses-là en soudé. La plupart, je pense, des fabricants qui ont le label européen, en fait, ils achètent des wafers, ils achètent des petites galettes, ils achètent les cellules, donc l'essentiel de la technologie. Et après, ce qui est fait, c'est un peu du low-tech, c'est-à-dire qu'on va souder ces plaquettes les unes aux autres et puis mettre ça entre deux feuilles de verre, et voilà. Et donc, ce qui serait important, moi, les usines dont je vous parle, c'est celles qui seraient capables d'intégrer davantage verticalement, c'est-à-dire en fait d'aller peut-être à partir du matériau source au moins jusqu'au module et pas uniquement, voilà, vous voyez, c'est un petit peu le problème, hein, comme ce miel qui vient UE et non UE, d'accord, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord, qui vient d'un peu partout et qui en fait est éventuellement, des fois quand il est UE, il est embouteillé, voilà, il est mis dans ses pots, voilà, ou empaqueté. Donc ça, c'est quand même des choses auxquelles il faudrait être attentif. Aussi, il y a 2 projets en France d'ailleurs sur 2 gigafactories solaires, une dans l'Ouest et une en Lorraine. Donc on attend, écoutez, on attend qu'elles arrivent et puis on sera très heureux de les solliciter. Donc pour compléter la question, en fait, une autre question, l'Europe reprend la main sur la production de batteries, en fait, du coup, pourquoi n'y a-t-il pas la même effervescence autour du photovoltaïque? Oui, c'est une bonne question. Il pourrait, et il en est question de temps en temps. J'espère que ce sera le cas. Je pense que les projets dont on entend parler actuellement sont peut-être, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque part, on voit aussi une manière d'avoir la main ou de pouvoir internaliser et d'être maître d'une partie de sa production. Je pense que chaque continent, grande région, peut avoir sa propre production et capable de s'autonomiser. Ce sera intéressant aussi qu'il y ait des productions de panneaux solaires en Afrique également, hein, et dans d'autres régions du monde, qui seraient installées, produites localement, peut-être adaptées aussi avec la recherche qui va avec, adaptées aux usages et aux besoins locaux, etc. Et donc, je pense que c'est fait partie des choses qui sont importantes. Et l'Europe, c'est un petit peu absurde, vu les coûts et vu la facilité qu'il y a à monter en capacité de production. On achète des usines clés en main, c'est de moins en moins cher. Les technologies, beaucoup de ces technologies sont faites européennes. Donc voilà, il n'y a pas de raison de vendre ces usines clés en main en Chine et pour qu'après elles reviennent. Je dis la Chine, mais ce serait pour n'importe quel autre pays. Et je pense que voilà, chaque région devrait pouvoir, et je pense ce souci effectivement d'être capable de produire localement. C'est l'intérêt de l'énergie solaire, c'est d'éviter aussi toutes ces tensions géostratégiques en fonction de qui a quoi et qui vend à qui, etc. Et donc, finalement, un peu comme l'eau, comme l'air, la nourriture, etc., il ne devrait pas y avoir de moyens de pression exercés sur des questions qui sont vitales. Voilà. Et donc, je pense que c'est un élément, c'est dommage que cet élément stratégique, effectivement, ne soit pas suffisamment soutenu au niveau européen. Alors, d'autres questions en fait qui concernent l'utilisation des ressources et la recyclabilité en fait des panneaux solaires. Est-ce qu'un panneau solaire finalement ça se recycle? Si oui, comment, combien, pourquoi, où est-ce que ça se passe, etc., etc. Alors ça se recycle.
Ce qu'il faut voir, c'est que, vous avez dit, hein, on a une croissance de 40% par an. Donc, il y a 20 ans, les panneaux durent 20 ans, et il y a 20 ans, il y avait un millième de ce qui est installé aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est peanuts, c'est 3 fois rien, finalement, hein, ce qui était installé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est… Alors, la réponse est oui. La réponse courte, c'est oui. Oui, on recycle. Et oui, il faut faire mieux, d'ailleurs. C'est aussi, ça fait partie des choses, des marges d'amélioration, mais oui, c'est recyclé. Les panneaux, un petit peu comme les déchets du bâtiment, c'est des choses, on ne les met pas à la décharge. Hein, d'abord, c'est dommage, parce que c'est réutilisable. Je pense que les procédés ne sont pas encore au point. On pourrait faire beaucoup mieux, recycler beaucoup mieux que ce qu'on recycle actuellement. Actuellement, des procédés de recyclage, c'est absurde. Si on prend les panneaux, on broie tout, et après, on resépare tout. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a quand même du verre de haute qualité, un verre très clair, qui devrait pouvoir être recyclé. On a des polymères qu'on devrait pouvoir réutiliser. On a des galets de silicium qui quand même contiennent la technologie. On peut pouvoir récupérer les métaux, voire peut-être même les réutiliser ou les utiliser autrement. Donc, tout ça, c'est pas encore au point. Mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est que le volume de panneaux solaires recyclés est trop faible. C'est-à-dire que par rapport à une filière de déchets, mais cette filière existe, mais elle a du mal à être alimentée parce qu'il n'y a pas suffisamment de panneaux. Ça va venir, mais vous voyez, des quantités industrielles, on les installe aujourd'hui. Dans 20 ans, ils seront mis au rebut. Et donc, voilà, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, c'est les rebuts, disons les panneaux qui ne sont pas suffisamment qualifiés dans les usines de production. C'est ces panneaux-là. Et le recyclage, il est en Europe, je ne suis pas sûr. En Chine, je ne sais pas ce qu'il en est. Je doute qu'il y ait beaucoup de recyclage. Mais je ne sais pas. Je ne veux pas non plus… je ne sais pas où ça en est, en tout cas. Mais en Europe, il y a une association, PV Cycle, des producteurs européens et des installateurs, etc., enfin, qui sont organisés. Et il y a une filière, en Europe au moins, il y a une filière de recyclage qui est organisée. Alors, une autre question, si les panneaux durent 20 ans, est-ce que le rendement diminue au fil des ans? Et je pourrais peut-être compléter, est-ce que, en fait, au final, au bout de 20 ans, ça ne produit plus rien? Ah non, non, non. J'ai dit, en fait, quand on garantit, alors je peux préciser, c'est quoi une garantie constructeur? Si un constructeur dit, je vous garantis 20 ans, ça veut dire que dans 20 ans, le panneau solaire produit 80% de ce qu'il produit aujourd'hui, sinon je vous le rembourse. Enfin, je vous rembourse peut-être voilà, sur la durée, etc. Et donc c'est ça, ça veut dire que c'est moins de 1% par an. D'accord? C'est pas 1%, c'est-à-dire quand je dis 20%, mon panneau il a 20% aujourd'hui, c'est 1% de ce 20% que je perds par an. Hein, c'est 1% de la production que je perds par an, ou plus. Mais on a beaucoup de panneaux qui sont à moins que ça, qui sont à 0,5% par an. Je me rappelle le premier panneau solaire, qui a été allé sur les satellites, qui avait été récupéré, enfin, en tout cas, ou les petits frères qui avaient été récupérés sur Vanguard, sur les premiers satellites, donc ça date, hein, 60 ans, il fonctionne encore. Enfin, en tout cas, j'avais rencontré un collègue qui les avait testés, je ne peux pas dire aujourd'hui, il fonctionne encore, mais voilà, il y a quelques années, il fonctionnait encore. En fait, il n'y a pas de mécanisme d'usure. Vraiment marqué sur la plupart de ces technologies-là. Il peut y avoir de la corrosion des contacts, il peut y avoir, voilà, les plastiques peuvent jaunir, les plastiques d'encapsulation, etc. Mais la technologie elle-même, il n'y a pas d'usure du panneau solaire, moins qu'une batterie. Une batterie électrochimique, elle vieillit, hein, parce qu'en fait, on a du cyclage, on transporte de la matière, etc. Là, on transporte du matériau, c'est un peu comme un fil de cuivre. Un fil de cuivre, il ne vieillit pas parce qu'on fait passer du courant. Ou, enfin, c'est infime, d'accord? C'est à peine mesurable. Voilà, donc, c'est des choses qui sont infinitésimales. Mais voilà, après, il y a quand même des processus d'altération qui sont sérieux. Et certaines technologies, d'ailleurs, s'altèrent plus vite que d'autres. Et donc, c'est des sujets qui sont importants. Mais c'est, voilà. Donc, je ne sais pas si, voilà, je te laisse compléter. Alors, une autre question, est-ce qu'on a des retours d'expérience de pays qui ont incité fortement les nouvelles constructions à avoir du solaire, en fait, et la personne pense notamment à la Californie? Alors, en Californie, oui, ils installent. Alors, je pense une des régions où il y en a le plus, je pense, c'est l'Allemagne, qui n'est pas la région la plus ensoleillée. Hein. Ils en ont pas mal. Ils sont, je crois, ils doivent être à 8% d'électricité solaire, donc c'est quand même considérable. Je pense qu'il y a des… Énorme. Pardon? Il y a quelqu'un qui a peut-être un meilleur chiffre, hein, je parle, si vous avez peut-être voilà, sur le truc, mais il me semble que c'est des choses qui sont assez élevées. En Californie, je ne peux pas vous donner le chiffre, je préfère pas vous avancer, je pense que les autres peuvent se trouver assez facilement. Ce qui est intéressant, c'est pour les études qui sont faites, les endroits où il y en a le plus, peut-être, c'est des systèmes qui sont des endroits qui sont insulaires,
ou en tout cas, il y a des capacités variables installées, enfin éolien plus solaire, qui dépassent les 30%. Et ça, c'est dans les DOM, hein, dans les DOM-TOM, en France, dans les territoires d'outre-mer, départements d'outre-mer. En fait, je penserais, désolé, je me permets de compléter la question. Merci pour votre présentation, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Je me demandais, est-ce qu'il y a des retours d'expérience de pays qui auraient mandaté ou rendu obligatoire, par exemple, la construction de l'installation de panneaux solaires lors de nouvelles constructions? Non, et ce serait intéressant. Il n'y a pas ça. C'est déjà incitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais, le mètre carré de panneaux solaires coûte le même prix que le mètre carré d'ardoise. Voilà. Donc, en fait, pourquoi s'en priver? C'est-à-dire que si on construit du neuf aujourd'hui, on pourrait se dire, pourquoi s'en priver? Si je refais faire un toit, pourquoi me priver de panneaux solaires, hein, finalement. Donc, ce n'est pas obligatoire. Il y a une expérience, je crois qu'il y a quelques pays. Alors, il y en a un que je peux citer, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je sais qu'en Israël, c'est le cas, ils ont mis du solaire thermique. Et c'est déjà intéressant, le solaire thermique. Et tout bâtiment neuf doit avoir du solaire thermique. Solaire thermique, c'est avec un rendement élevé, on chauffe de l'eau. Et donc, même si on n'arrive pas à la porter à la température voulue, même si on la préchauffe, on peut économiser 50% de l'apport énergétique en moyenne, hein, qui est nécessaire pour avoir de l'eau chaude. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il y a des pays où c'est obligatoire. Je crois que la Grèce également est dans ce cas-là. Et c'est des pays qui, me semble-t-il, s'en portent très bien. Et c'est dommage, là aussi, je trouve ça dommage que ce ne soit pas quelque part obligatoire sur les bâtiments. Avec 1 ou 2 mètres carrés, on pourrait déjà, que chaque logement pourrait économiser la moitié de son énergie d'eau chaude sanitaire. Donc, ce qui est quand même, à mon avis, tout à fait considérable. Alors, si en plus, le complément est fourni par du photovoltaïque, là, que demande le peuple? A priori, je pense que c'est des choses qui arriveront dans les nouvelles réglementations, même en France. Alors, c'est vrai que les réglementations thermiques 2020, où les bâtiments à énergie positive, effectivement, sans photovoltaïque, c'est compliqué. Une autre question qui vient d'arriver, en fait, pourquoi une politique de développement à travers de l'autoconsommation a-t-elle tant de difficultés à se mettre en place? Alors, je ne suis pas forcément la bonne personne pour répondre à cette question-là. Je pense qu'on peut regarder sur la question des coûts, je pense qu'on peut regarder sur la question des incitations. Il y a quand même historiquement en France aussi le fait que l'électricité pendant très très longtemps était déléguée à un opérateur. C'est encore compliqué de vendre ou d'acheter. Enfin, je veux dire, si on veut faire de l'autoconsommation, mais en groupe, avec ses voisins, enfin, il me semble qu'il y a des règles, hein, c'est un petit peu compliqué pour vendre de l'électricité à ses voisins, etc. On devient producteur automatiquement, etc. Donc, il y a des choses qui sont… Je pense qu'il y a une grande partie, sur l'autoconsommation, comme sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs, si on veut installer des panneaux solaires, et je pense que là, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais j'ai des témoignages, je pense qu'à Enercity, vous devez voir, le nombre de paperasses qu'on doit remplir et le nombre de blocages administratifs que l'on a pour faire des choses en France, c'est exceptionnel. En Allemagne, c'est 3 semaines. Moi, j'ai un collègue qui serait intéressant, voilà, qui aurait aussi des tas de choses à vous raconter, qui a installé des panneaux solaires sur son toit. Il y a une petite maison là en banlieue. Alors lui, il est chez les concurrents, il est chez Sud Paris Soleil. Non, il n'y a pas de concurrence entre les coopératives. Les copains, hein, voilà. Donc, il a installé les panneaux solaires et ça lui a pris des mois pour avoir l'autorisation, pour pouvoir se brancher, etc. En Allemagne, c'est 3 semaines. Donc, il y a une espèce de viscosité là. Alors, ça veut pas dire, enfin, je comprends, on a cet esprit français aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi, on veut, voilà, ça veut, mais je crois qu'à un moment donné, on a aussi voilà, il y a quand même beaucoup de réglementations qui sont plutôt faites pour que les choses ne se passent pas. On comprend qu'il y ait des principes de précaution, qu'il y ait des garde-fous, etc. Et je crois que là aussi, il faut qu'on réfléchisse à la complexité de notre système. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je ne saurais pas répondre au point de détail, mais je crois qu'il y a quand même une réflexion à mener là-dessus. Je confirme, on a effectivement eu, nous aussi, à Enercitif, moult embêtements, à la fois sur la paperasse, mais aussi à la fois sur la technique, où quand on rentre dans le dur des choses, ça soulève des questions et ça devient, on mobilise en plus plein d'entités différentes qu'il faut coordonner. Et donc, de facto, ça complexifie un peu les choses. Voilà. Mais a priori, on n'a plus d'autres questions. Donc, sauf s'il y en a une qui apparaît incessamment sous peu.
Moi, j'en ai une en message direct. Enfin, peut-être on peut partager les questions sur le truc. Voilà, quel est le meilleur angle pour capter le maximum de rayons solaires sur les panneaux? Alors, ça, c'est facile. Le meilleur angle, c'est en fait avec un panneau qui est perpendiculaire au soleil. Mais comme le soleil bouge par rapport au panneau, enfin, en tout cas, peut-être que le soleil est fixe, mais c'est la Terre qui tourne. Et donc, le panneau bouge par rapport au soleil. Donc, c'est difficile. Si on veut, il faut réorienter constamment les panneaux solaires pour qu'ils restent perpendiculaires au flux solaire. Et donc, ça, c'est difficile à mettre sur les toitures. C'est plus compliqué à mettre sur les toitures. C'est plus compliqué, absolument. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on en reste là, et puis que tous on aille manger. Ah oui. et je vous remercie, enfin, Jean-François, je te remercie beaucoup pour nous avoir éclairé. Et puis, bien, si vous avez été enchanté par cette présentation, il y aura d'autres mercredis d'Enercitif. Vous pouvez prendre des infos sur le site web de la coopérative et du projet, enercitif.org. Et puis, vous pouvez également nous contacter si vous avez envie. Notre mail, c'est contact@enercitif.org. Donc, c'est très simple. Et voilà, et on est super sympa, on vous le promet. Voilà. Et merci bien, et puis bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci à ceux qui sont restés. Enfin, merci pour les échanges, c'était très intéressant. Merci. Bon week-end à vous tous. Au revoir. Voilà.